Bonjour et bienvenue à tous pour ce 9e épisode de Dans la zone DLZ, votre podcast hebdomadaire sur l'Olympique de Marseille, sur toute l'actualité de l'Olympique de Marseille. Je suis avec Enzo, Ilian et Samy pour aborder 5 sujets sur l'Olympique de Marseille. Ilian aura un avis, voilà, salut les gars. Je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de la gestion de Roberto De Zerbi après OM Reims. On va parler des changements tactiques à mettre en place par rapport à l'absence de Balerdi, mais aussi à la difficulté de l'Olympique de Marseille à jouer en Ligue 1 ces derniers temps, et l'avis de Ilian sur Chancel, et on aura les news toutes fraîches de la vidéo de Romain Molina sur l'Olympique de Marseille. Les gars, je vous invite, avant que la vidéo ne commence, à vous abonner et à liker, ça récompense notre taf et ça nous met bien pour l'algorithme. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer parce que je crois avoir tout dit. Sur la gestion de De Zerbi. Alors, l'Italien a été irrité, et à juste titre, par ses joueurs. Il leur a dit après... donc le lendemain du match, moi je ne vois jamais ma famille, donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus. Voilà, ça a fait grincer des dents puisque certains avaient prévu des trucs en famille, etc. Enzo, je me tourne vers toi en premier. Qu'est-ce que tu penses de la gestion de ces hommes de Roberto De Zerbi? Est-ce que tu penses qu'il a été trop sévère? Est-ce que justement il a été trop laxiste un peu par le passé? Voilà, on va parler des autres news qui sont sorties, mais j'aimerais avoir ton avis déjà là-dessus. Alors moi, je pense pas que ce soit forcément une question de laxisme ou même de sévérité. C'est juste, encore une fois, pas forcément dans le management que je vais lui reprocher des choses à Roberto De Zerbi, mais c'est plus dans son jeu qu'il prône en fait. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, je le dis et je le répéterai jamais assez, c'est un problème de possession stérile, de jeu archaïque, de manque de mouvement, de manque de permutation. Mais je ne pense pas que c'est un rapport vraiment avec le fait d'être trop laxiste, trop sévère ou autre. C'est vraiment le fond de jeu et l'identité de jeu de l'OM qui a changé. Parce que moi, j'aimerais sur ce sprint final, pardon, voir enfin du football, finalement, et prendre du plaisir dans les matchs de l'OM, ce que je ne vois pas jusqu'à présent. Mais voir que on a eu l'info comme quoi l'OM serait l'équipe en Europe à avoir donné le plus de vacances à ses joueurs, et refaire un stage à Malmort, enfin, est-ce que ça te fait pas tiquer en mode bah il a lâché beaucoup trop de lest, que ce soit des joueurs qui avaient besoin justement d'être suivis et épiés pour qu'ils ils soient pas partisans du moindre effort. Donc peut-être que là-dessus il y a au-delà du football l'aspect humain et comportemental du coach en dit long aussi sur la chute de notre équipe. Je sais pas, Ilian, Samy, ce que vous en pensez, Enzo, Je peux juste rajouter quelque oui, bien chose. sûr, vas-y. Je rajoute quelque chose, c'est qu'en fait, c'est vrai que cette déclaration m'a interpellé dans le sens où on est l'équipe qui a le plus de vacances avec des joueurs donc qui ont le plus de vacances, alors qu'on n'a qu'un match par semaine et qu'on ne joue pas la Ligue des Champions. Moi, c'est plus sur cet aspect-là que ça m'a interpellé, Voilà. finalement. Ilian, Samy, qu'est-ce que vous avez à C'est dire là-dessus sur la gestion de RDZ? J'estime que quand tu es un joueur professionnel, tu orientes toute ta carrière autour des échéances que tu vas avoir, des matchs le long de ta saison, que ce soit ta préparation personnelle ou ta préparation en équipe. Et lorsque, tu l'as très bien dit Enzo, mais tu alloues 2 mois de jours de congé dans l'année à tes joueurs, et bah, c'est pas pour autant que pendant ces 2 mois, tu dois pas travailler. Et c'est le but d'un professionnel, et surtout dans le milieu du sport. Le reste, même sur la période où il ne travaille pas. 2 jours de congé, ça veut pas dire 2 jours de fête, 2 jours où tu ne bosses pas, 2 jours où tu n'es pas régulier. Et sur une saison d'autant plus, c'est important pour prévenir les blessures, etc. Moi, ce qui me pose souci dans cette déclaration, c'est que ça sous-entendrait que si De Zerbi n'est pas en train de leur courir après, ne leur prive pas du fait de voir leur famille. Alors, on sait que c'était un week-end de fête, on sait qu'il y avait des gens qui avaient besoin de se retrouver, et bah, les joueurs ne vont pas travailler. Moi, c'est plus là-dessus que ça m'alerte, et encore une fois, sur les profils qu'on a recrutés, qui ne seraient pas bosseurs. Samy, quand tu vois tout ça, quand tu vois que les joueurs n'auront le droit à aucune journée de repos cette semaine, quand tu vois que le planning d'entraînement est plus chargé, que les journées vont être rallongées et que même le lendemain du match, l'entraînement s'est terminé à 20h, est-ce que pour toi c'est encore une fois trop tard de faire ça maintenant, ou il a raison de le faire maintenant justement parce que voilà, de toute façon il n'y a pas le choix, mais c'est vrai que ça pose question quand même. Ça veut dire qu'il avait lâché la corde un peu. Trouve que c'est ni trop tard ni trop tôt, parce que j'estime que la gestion d'un calendrier d'entraînement, ça se prévoit.
Et là, j'ai l'impression que tout est fait à la dernière minute, sous le coup de l'émotion, comme souvent avec De Zerbi, et que absolument rien n'est planifié, un peu à l'image de ce qu'on voit sur le terrain. Je trouve que son management, et avec cette histoire-là, son management, il est très rudimentaire, très puéril. On se demande même s'il est assez compétent pour ça, parce que normalement, un entraîneur compétent qui passe des diplômes, c'est des choses qui s'apprennent. Et moi, qu'on vienne pas me dire que ça soit normal qu'un entraîneur gère ses joueurs et le calendrier de ses joueurs à coup de carottes et de bâtons. Quand il y a des défaites, vous allez travailler beaucoup plus et vous allez, ça va être l'armée. Quand il y a quand il y a des victoires, ça sera dessert pour tout le monde. Et là, quand il y a des défaites, c'est privé de fromage. C'est pas comme ça que ça marche une équipe au niveau professionnel en tout cas. Et moi, je trouve que cette histoire, ce management, il est calamiteux. Je parle même pas du fait du contexte et des fêtes, hein. Mais pour moi, priver les joueurs de leur seul jour de repos le lendemain, en plus d'une défaite, enfin d'un match tout simplement. On sait que le lendemain d'un match, l'entraînement il est pas très poussé. C'est ridicule. Et surtout le côté, comme je l'ai dit juste avant, le côté vous avez perdu, donc vous allez travailler deux fois plus. C'est un raccourci en fait. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être que tes joueurs, si tu leur offres un ou deux jours en plus, bah peut-être ça va leur permettre de venir avec de meilleures intentions. Ils auront, je sais pas, moi, ils seront vidés la tête d'une manière ou d'une autre. Ça ne marche pas comme ça. Ça serait trop facile et ça se saurait si ça marcherait comme ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre, genre on répète l'action de Malmort, voilà ce tournant qui avait fait qu'après Auxerre, il y a eu une cohésion d'équipe et voilà c'est bon mois à l'Olympique de Marseille. Mais le refaire, est-ce que ça perd pas justement de sa valeur? Est-ce que ça perd pas un peu de son naturel? Même si en plus bon Benatia et Longoria soutiennent leur entraîneur, mais je sais pas si dans la mentalité les joueurs vont être réceptifs. Alors encore une fois, on n'est pas dans le vestiaire, mais moi si je suis un joueur et que au final bah tu reflopes pour la deuxième fois de la saison et on te dit allez rebelote un stage à Malmort, bah je me dis bah frérot si t'as déjà essayé une fois ça a marché mais la deuxième fois c'est qu'il y a un autre problème donc je sais pas et puis apparemment les joueurs ont grimacé aussi parce que ça leur a empêché de justement faire des choses en famille comme vous avez enfin comme vous avez dit justement donc je sais pas peut-être que finalement ce revirement ça je m'inquiète du contre-coup que ça peut avoir en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour conclure un peu. Si on est pénalisé par quelque chose, c'est-à-dire que si c'est le contre-coup qui fait que sur le terrain, on subira un peu plus le fait qu'ils écoutent pas leur coach ou qu'ils font pas les efforts, etc. J'ai envie de te dire, ça ne changera rien à la dynamique des 4 derniers matchs. Donc qu'on perde de telle ou telle façon, là le souci c'est de perdre et j'en voudrais pas à De Zerbi d'essayer autre chose. Par contre là où je suis complètement d'accord avec Samy, c'est que cette façon-là de faire, en plus elle est un peu c'est puéril parce que tu as quand même un groupe avec des joueurs qui sont, pour certains, expérimentés. Tu as l'impression de jeter toutes tes armes comme si c'était la dernière des choses que tu avais à faire, alors que tu as la deuxième plus grosse masse salariale, pardon, de Ligue 1. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Et puis même dans la com, c'est fait d'une façon de dire on va remobiliser tout le monde. Ouais, c'est assez gênant et si c'est par ça qu'il faut que ça passe pour aller chercher un résultat contre Toulouse, bah écoute, nous on attend que les résultats puisque là, de cette équipe, il reste 7 matchs, on n'en attend plus rien dans le jeu. Est-ce que les joueurs écoutent Roberto De Zerbi? Justement, moi je pense qu'ils l'écoutent quand on voit cette production sur le terrain-là. Et justement, c'est aussi à Roberto De Zerbi de se remettre en question et de proposer un football offensif et non pas un football stéréotypé. Les sursauts comme ça, pour moi ça n'existe pas. Dans le foot c'est une continuité. Et voilà, on n'est pas dans Football Manager. Tu t'appuies pas sur en demander plus et le sursaut d'orgueil fait que tu vas gagner. Donc voilà. Non, pour la gestion de Zerbi, je pense qu'on a un peu tout dit. C'est pour toi, Iliane, l'occasion de nous faire ta petite ton petit avis, ta petite chronique sur Chancel Mbemba. On rappelle les faits, hein, Écoute, évidemment. D'ailleurs, Mbemba qui avait été écarté Et du puis, groupe parce que non, parce que t'as dit on rappelle les faits, en mode il a tué Ali Darak, quoi. Oui, il a gorgé. faites entrer l'accusé. Oui, donc des On problèmes rappelle les faits. comportementaux et aussi économiques, puisque Mbemba semblait vouloir partir libre. La parole est à toi, Ilian. pourquoi est-ce que ça me tenait à cœur de donner cet avis? Parce que c'est depuis qu'on voit la pénurie de défenseurs dont on fait preuve
dont fait preuve notre effectif et nos résultats, bah forcément, à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère où tout le monde peut donner son avis, l'idée de réintégrer Chancel Bemba dans l'effectif est venue de la part de plusieurs fans marseillais Beaucoup. et je me devais absolument de rebondir là-dessus. La direction a pris une décision en début de saison. T'as très bien rappelé les faits. Chancel Bemba a décidé de s'y tenir, c'est-à-dire qu'il a choisi de rester au club, il a choisi de rester dans l'effectif, il a choisi de purger sa peine, c'est clairement le terme, parce qu'il savait qu'il ne jouerait pas au foot pendant un an. Il a préféré conserver son ego et conserver son salaire plutôt que de chercher une porte de sortie. On a vu pendant la préparation qu'un mec comme Kondogbia qui était dans la même situation que lui, alors à quelques années de contrat près, parce que lui, il fallait pour le coup vraiment le vendre, et puis il avait quand même un salaire assez conséquent, a réussi à convaincre son entraîneur qu'il pouvait intégrer l'effectif. À ma connaissance, Chancel Bemba ne l'a pas fait, et quand bien même il aurait essayé, eh ben, il n'a pas réussi. Alors quand j'entends aujourd'hui, au mois de mars, avril même, on est le 1er avril, que Chancel Bemba pourrait réintégrer l'effectif, que ce serait une idée, qu'il faudrait le remettre parce qu'on a des manques. S'il vous plaît, respectez l'institution OM, respectez ce qu'on représente. Pour une fois que notre direction tape un peu du poing sur la table, bah oui, bah moi je la soutiens parce que d'abord parce que ce serait un énorme aveu de faiblesse de réintégrer un joueur comme Chancel Bemba qui n'a pas joué depuis 8 mois, qui quand bien même il a fait des choses pour le club n'est pas une légende. On ne parle pas là de quelqu'un qui a marqué l'histoire du club. Enfin, un peu de mesure. Et ensuite, quand bien même ce serait le cas, les gars, enfin, on est l'OM. Enfin, je sais même pas comment l'expliquer sérieusement, mais à un moment donné, si on doit payer notre décision de ne pas avoir recruté de défenseurs centraux, d'avoir pris Luis Felipe alors qu'il était à moitié blessé, et de faire jouer des milieux en défense centrale, et ben on s'y tiendra. Et c'est comme ça. Et c'est pas en allant chercher le premier venu, en étant opportuniste, que tu règles les problèmes de l'OM. C'est pas comme ça que ça marche. Et si la direction doit payer ce choix, elle le paiera en fin de saison. Mais Chancel Bemba n'est pas intégré et n'est plus intégrable et il ne faut pas compter dessus. Et c'est pas un 1er avril parce qu'on a des suspendus qu'on le fera. Pas de poisson d'avril d'ailleurs là-dessus, Mbemba ne sera pas réintégré. Ah, quand même. Et l'équipe a dû faire un article là-dessus. Enfin, je trouve ça fou. C'est vrai. Enzo, Samy, quelque chose à redire? J'ai trouvé le passage de Ilian assez complet et je suis plutôt d'accord avec lui. Moi, je vais commencer par dire que si ça ne tenait qu'à moi, Chancel Mbemba, bien sûr que je le réintègre et j'aurais même fait toute la saison avec lui. Mais pour le coup, je trouve que, enfin, je comprends pas trop qu'on parle de lui parce que déjà, il est en litige avec le club. Donc déjà, ceux qui demandent à ce que Chancel soit réintégré, en fait, il y a un manque de bon sens là, hein. Quand vous êtes en litige avec quelqu'un, généralement, vous lui demandez pas de vous rendre des services. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on lui demanderait. Il est en litige avec le club. Deuxièmement, sur la forme physique, il n'a pas joué depuis 8-9 mois. Donc on ne demande pas à un joueur qui n'a pas joué depuis 8-9 mois de jouer des matchs de haut niveau à 7 matchs de la fin. Il ne connaît pas le système, il ne connaît pas bon nombre des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je sais pas, moi par exemple, il n'a jamais joué avec Rabiot, il n'a jamais joué avec Aubière, il n'a jamais joué avec Greenwood, il n'a jamais joué avec Benasser, il n'a jamais joué avec Cornelius, il n'a jamais joué avec Rouli, avec qui il sera amené à beaucoup combiner par exemple. Donc déjà, c'est utopique. Donc voilà. Après, donc voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Même si je répète, c'est pour moi, tu disais, Iliane, que pour toi, c'est pas une légende, c'est pas un joueur qui a marqué le club. Moi, je suis pas du tout en phase avec ça. Pour moi, c'est alors légende peut-être pas, mais en tout cas, c'est un joueur très important et emblématique de l'ère moderne et récente de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'ère Longoria. On parle d'un joueur qui, il y a moins d'un an, te mettait un but, une frappe de loin, poteau rentrant en demi-finale de Coupe d'Europe. On parle d'un joueur qui, sur les 2 dernières saisons, et en l'occurrence sur les 2 saisons qu'il a passées à l'OM, était 2 fois les 2 saisons deuxième meilleur buteur du club, alors qu'on parle d'un défenseur. La première saison, il est juste derrière Sanchez. La deuxième saison, il est juste derrière Aubameyang. Donc non, pour moi, c'est un joueur majeur et emblématique de l'OM sur l'ère récente. Maintenant, ça change rien à mon avis, qui est que je suis d'accord avec Ilian, il n'a rien à faire là sur les 7 derniers matchs, mais pas pour les mêmes raisons.
Enzo? Attends, j'ajouterais juste, Ouais, vas-y. Samy, quand même, pour compléter ça. Et c'est pas pour autant que on n'aurait pas voulu, je dis on parce que là je nous inclus tous, qu'il fasse la saison. Nous, quand en fin août, on n'avait pas fait Kylian Sidia et qu'on trouvait un peu ça fou, qu'il manquait une recrue en défenseur central droit, qu'on savait qu'on ferait la saison avec Murillo, que Balerdi serait ton meilleur défenseur, on alertait déjà. À ce moment-là de la saison, on disait attention, il te manque peut-être un autre taulier défensif, Brassier n'avait pas encore rassuré, etc. Et d'ailleurs, à terme, je pense qu'on avait raison à ce sujet. Et quitte à le garder, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu le réintégrer. Mais je pense qu'il y avait déjà eu le litige à ce moment-là. Chancel Bemba aurait été ton deuxième meilleur défenseur cette saison. Et c'est que d'en parler aujourd'hui, c'est inconcevable. Voilà. Oui, et puis surtout, je crois que les gens évoquent le nom de Chancel Mbemba parce que, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, il y a cette espèce d'alarme là depuis samedi où les gens pensent que on ne peut plus aligner de défenseurs. Mais quand on regarde bien, tu as récupéré Murillo puisqu'il était déjà sur le banc à Reims. Donc là, samedi contre Toulouse, je pense qu'il sera sur le terrain. T'as Kondogbia toujours et t'as Cornelius. Donc t'as trois défenseurs. Si tu joues dans un système à 3, bah, tu as tes 3 défenseurs. Si tu joues dans ton système à 4, tu en as même 2 sur 3. Donc c'est pas non plus. On est proche de la pénurie, mais on n'y est pas totalement. Donc c'est pas pertinent de rappeler quelqu'un qui est hors du groupe. Alors moi, je suis entièrement en phase sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce serait aujourd'hui un terrible aveu de faiblesse de la direction marseillaise de rappeler Chancel Mbemba. Donc que l'on approuve ou non la décision, justement, les dirigeants marseillais ont tapé du poing sur la table, sont allés au bras de fer avec lui et ont décidé donc de le mettre en réserve pour les raisons que l'on connaît. Donc on approuve ou non, la décision est prise. Mais honnêtement et objectivement, à l'heure actuelle, alors qu'il reste 7 matchs, réintégrer un joueur qui n'a pas joué depuis 8 mois uniquement sur la demande de certains, et à la différence de Samy, moi je sais pourquoi les supporters de l'OM réclament Chancel Mbemba. Et ça, je le dis depuis le début, c'est tout simplement parce qu'au niveau des différents mercatos, on a privilégié, peut-être à juste titre ou non, l'attaque et l'entrejeu marseillais, mais on a délaissé quand même la défense. C'est-à-dire que le secteur défensif est pardon, été laissé à l'abandon. Et aujourd'hui, malheureusement, on paie justement le non-travail qui a été fait défensivement. Parce que si on aurait le nombre ou si on aurait des joueurs performants et compétents à ce domaine-là, on ne parlerait aucunement de Chancel Mbemba à l'heure actuelle. Non, mais sur les saisons précédentes, tu n'avais pas de besoin sur le plan défensif. Donc c'est un peu normal que tu te concentres sur d'autres postes. À chaque mercato, on a la fameuse musique du grand attaquant. Tu as des mercatos où tu étais en manque au milieu de terrain. Mercato où tu étais en manque la saison dernière, par exemple, sur les côtés. Donc la défense était quand même un secteur de jeu stable des dernières saisons. Donc ça, je trouve normal que tu n'as pas eu besoin de chambouler tout. Surtout parce que tu avais par exemple des joueurs comme Chancel Mbemba, comme Balerdi, même comme Gigot qui étaient là. Et donc tu n'avais pas Ah besoin oui, d'aller chercher parce que ailleurs. Gigot, hein. Oui, mais il y a quand même eu des erreurs dans le secteur défensif, c'est-à-dire que bon, Brassier était un énorme flop, et prendre Luis Felipe cet hiver, Ah je vois oui, aucun intérêt. Donc moi, c'est ça que je te parle. oui, C'est-à-dire que le travail n'a pas été fait même au niveau pour combler justement Mais combler cet effectif-là. en l'occurrence, si Luis Felipe avait été la recrue qu'ils Oui, attendaient, normalement, tu n'aurais pas, aujourd'hui, on n'aurait même pas ce débat-là. C'est-à-dire que Luis Felipe, il était censé prendre la place, enfin concurrencer Balerdi même, hein, si je me souviens bien. ah, bien sûr. C'était Mais Luis une- Felipe, ça fait des semaines qu'il est en indélicatesse, voire même des années avec son corps, et que c'est compliqué pour lui, il enchaîne les blessures. Donc finalement, il fallait pas prendre Luis Felipe, et plus peut-être un autre joueur justement avec qui tu avais des certitudes. Moi, c'est ça que je veux dire uniquement. après, peut-être moi j'en suis même persuadé, cet hiver t'avais peut-être pas des liquidités, il y a déjà un gros mercato qui avait été fait l'été dernier. Cet hiver t'as dû encore prendre des joueurs, t'as acheté Gouiri, certes avec l'argent de Wai, mais ça reste quand même un investissement. T'as fait Benasser en prêt payant, donc ça t'a coûté rien du tout, 1 million d'euros. Dedic, pareil, c'est un prêt. Donc ça montre aussi que tu n'avais pas assez de liquidité. C'est pour ça d'ailleurs que tu prends Luis Felipe libre gratuitement parce que tu devais faire un défenseur, mais tu n'avais pas l'argent pour.
Donc je suis d'accord pour dire qu'on aurait dû faire un défenseur, mais je suis pas sûr du tout qu'on en avait les possibilités. Quand je dis faire un défenseur, c'est vraiment acheter. Tu pouvais que faire quelqu'un de libre et sur le marché des libres, bah, c'est très limité forcément. Oui, peut-être qu'il n'y avait pas d'opportunité, je suis d'accord, mais par contre, moi, juste, en fait, je dis que on paye justement ce manque-là, parce que tu ne peux pas aligner en mars 2025 sur le terrain à Alors, l'Olympique de Marseille, Lirola et Cornelius. Voilà, c'est tout ce que je dis. bah, Cornelius, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Cornelius, c'est typiquement les erreurs que tu as fait cet été. Moi, je le répète, hein, mais Cornelius, je vois pas ce qu'il a de plus que Samuel Gigot, qu'on a chassé de l'OM. Par contre, je sais ce qu'il a de moins, ça c'est sûr, Oui, mais ce oui, qu'il a de plus, je ne sais pas. Et même sans parler de Gigot, je pense que, je sais pas, tu te promènes dans Marseille, dans la rue, tu trouves des mecs qui sont meilleurs que Cornelius. Cornelius n'a rien à faire en Ligue 1, déjà. Mais à Ah oui, l'OM c'est encore clair. moins. Mais déjà en Ligue 1, moi en Ligue 1, je ne vois pas, je ne vois pas deux clubs où Cornelius pourrait jouer. Parce que je- J'aime pas taper sur ce genre de joueur, mais tu sais que je pense que s'il n'était pas gaucher, il n'aurait jamais été évoqué à l'OM. Et sincèrement, c'est-à-dire que ce profil-là de doublure à gauche, parce qu'à la base, on partait en défense à 4 pour doubler Brassier, c'est ce qui lui a fait je le sa trouve dur carrière à quand même. Marseille. Je le trouve dur. C'est 5 Non, millions, mais, c'est 5 millions quand même, Cornelius. C'est un joueur qui a 3 26 millions. ans que tu vas chercher à Malmo à 26 non, ans. mais 5 millions. autant, autant avec Ilian, on était les premiers à dire qu'à un moment donné, je sais pas si tu es d'accord, Samy, mais que, on va dire, il a été pris pour la rotation et que c'était pas le meilleur, mais à un moment donné, bon, il a fait quand même deux trois de ses matchs. Mais par contre, effectivement, c'est un joueur qui est bien trop limité pour l'OM. Mais dans le sens où tu le tapes pas dessus parce que tu sais pertinemment qu'il vient pour jouer pas pour être titulaire, du moins dans la rotation. Et puis tu sais clairement quand tu regardes les matchs qu'il n'a peut-être pas forcément le niveau, tu vois. Donc c'est pour ça que t'as pas trop envie de le taper dessus, toi, Tino, non? Oui, oui, un peu. Oui, oui, non, c'est sûr. Bah, pour moi, que tu sois là pour la rotation ou pas, tu dois avoir le niveau de l'OM, même si tu es amené à jouer 10 minutes par saison, ça change rien. Et surtout quand tu mets 5 millions sur un joueur et tu nous expliques qu'il vient juste pour la rotation, moi je trouve que ça interroge un peu. Et quand tu vois le nombre de matchs qu'il a joué finalement, tu te rends compte que en fait non, c'était pas un joueur de rotation. En tout cas, ils l'ont fait venir pour ça, mais ils auraient pu anticiper qu'il doit faire peut-être un peu plus. En tout cas, la défense, Voilà. ça pose question. Vous avez le droit, vous avez complètement raison de vous alarmer parce que finalement, c'était l'avis d'Ilian, mais on l'a bien développé. Au final, ce qui sort aujourd'hui, et c'est Romain Molina qui l'a dit, c'est que Chancel Mbemba parle de lui à la troisième personne, ce qui m'offre la transition sur les révélations de Molina ce soir dans sa vidéo sur l'Olympique de Marseille. Alors je vais vous les énumérer un peu et voilà, on va débriefer un peu ce que ça nous évoque. Déjà, il y a le fait que l'OM soit le club en Europe qui donne le plus de vacances. Il y a le fait que l'OM va perdre 90 millions avant le 30 juin et doit déjà vendre des joueurs pour cet été, donc besoin de LDC évidemment. Le fait que Molina soit dithyrambique sur les capacités de travail de Benatia, qui parle avec tout le monde, etc. Donc pas de d'arrangement avec les agents et de dividendes qu'il pourrait y avoir dans des transferts comme celui de Cornelius, par exemple. Ce ne sont pas des accusations, ce sont juste des interrogations. Il y a un déficit physique au sein du club apparemment. Beaucoup de gens se posent des questions autour de la préparation, un manque d'ambition aussi. Et il y a eu l'épisode Eli Wahi, évidemment, qui était arrivé 1h30 en retard d'un rendez-vous médical. Pareil pour Ismaël Koné, qui est à Rennes aujourd'hui, qui se voyait déjà signé dans un top club de première ligue l'été suivant, donc qui s'estimait être assez bon pour ça. Donc déjà, un problème de mentalité. Moumbagna, c'est tout l'inverse. Moumbagna qui est loué par le vidéaste sur sa capacité à enchaîner les efforts, à revenir plus fort d'une blessure. Et voici pour finir une liste de joueurs irréprochables au quotidien en termes d'exigence depuis le début de saison. Ça va vous plaire. Il y a Derek Cornelius dedans, il y a Rabiot, Rongier, Roulin, Mopé, Moumbagna et Højbjerg. Le reste, pas du tout. Qu'est-ce que ça vous dit cette vidéo de Molina? Il y a quand même des problèmes qu'on ne devrait pas trouver Beaucoup de choses. dans un club professionnel de la stature de l'Olympique de Marseille. Ouais, nouveau projet, nouvelles exigences, etc. Mais tu te rends compte que bah, tout ça, c'est du flan, quoi. Il y a beaucoup de choses. Alors là, t'es assez dur quand tu dis quand même que tout ça, c'est du flan, parce Non, que il y a eu bah, quand même comme des choses de très fait. bien rappelé, t'as, C'est t'as du le flanc s'il n'y clan. a pas de Ligue des Champions derrière. Là, c'est terminé le projet, hein, si on est pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Non, moi je suis d'accord, il a raison, c'est du flan, pire que du flan même. Mais vas-y, Ilian, et après, Le, Samy. le- Moi, ce qui m'a le plus interpellé dans sa vidéo, et pourtant il en parle pas beaucoup,
c'est le fait que après le départ de Tessier et d'une partie de sa clique, le club soit encore soumis, alors que tout avait l'air d'aller dans le bon sens avec l'arrivée et la prise de position de Benassia, le club soit encore soumis à des guerres de clans, à des conflits d'intérêts, et surtout au fait que certaines personnes, alors c'est normal, c'est un milieu, enfin c'est normal non, mais c'est un milieu qui est sujet à beaucoup d'argent, beaucoup d'échanges, beaucoup de dividendes. Il y a des sous à se faire, et quand ça gravite autour d'un club comme ça, bah, forcément les rats tournent. Mais sans mauvais, attention, sans mauvaise expression. Indépendamment de toute idéologie. Ce n'est pas étonnant de la part d'Iliane quand même, mais bon. Tout pas Ilian en plus. 1h30 du mat, il lâche des cheveux. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que malgré tout, malgré ce nouveau projet, malgré le fait que tu fasses venir des joueurs de standing et un coach de standing, ne t'en déplaise, Samy, et bah, tu es encore dans ce club des esprits mal placés qui viennent, qui se servent de l'OM, qui servent leurs propres intérêts, alors que c'est un club qui quand même déchaîne les passions. La partie sur Papin, moi, j'ai pas envie de lui taper dessus parce que je suis pas quelqu'un qui tire sur l'ambulance, Rappelle les mais faits. il a quand même éclairé tout. Tout l'échange et le pourquoi du comment est-ce qu'on voulait l'envoyer à Martigues et qu'est-ce qui s'était passé avec Alizarac. Quand tu lis tout ça, tu dis merci JPP. Enfin, quand même, quoi, un peu de sérieux. C'est comme ce que je disais tout à l'heure sur Chancel Mbemba. On est l'OM. Si même les légendes comme lui ne prennent pas autant au sérieux notre institution, Yann, rappelle ce qu'il qui va fait, le faire? Jean-Pierre Papin, s'il te plaît. Alors, ça lui arrive durant des séances d'entraînement de jouer à des jeux sur sa glacière et sur son téléphone. Tu penses qu'il Mais joue à enfin, quoi? surtout, moi, tout ce qu'il a pointé, c'est Rise of Kingdom. Il a le code promo. Mais, non, mais surtout, ce qu'il a pointé, c'est les retards, les sorties médiatiques non contrôlées qui vont contre le club, notamment celles sur les attaquants et qui ne travaillent pas assez la saison passée sous Gattuso. Enfin, tout un tas de choses qui ne servent pas l'OM. Et en fait, si tu es à l'OM, si tu travailles en institution, que tu portes la veste, que tu portes les couleurs, ou que tu as été un joueur de l'OM, mais tu dois œuvrer pour que à l'avenir, le club continue de rayonner. Et ce genre d'acte-là, je pensais même pas, franchement, je pensais même pas que c'était possible. Et c'est bien la preuve qu'il y a encore du ménage à faire au club et que tout n'est pas rose. Samy, je te sentais chaud aussi. Bah, Le flanc. entre août et décembre, Benatia et Longoria font un très grand nombre d'interventions dans des grands médias sportifs français. Et dans chacune de ces interventions-là, le maître mot, ce qui guide à chaque fois leurs propos, c'est cet été, on a vraiment fait un mercato porté sur le caractère, la mentalité, l'identité mentale. Il y a vraiment tout ce champ lexical-là, l'identité, le caractère qu'on veut donner à l'OM parce que justement la saison dernière, on a vu des choses beaucoup trop défaillantes sportivement, mais surtout sur ce secteur-là, justement sur cet aspect mental. Et au mois d'avril, on a un entraîneur, et même pas qu'au mois d'avril, mais au mois d'avril, on a un entraîneur qui nous dit la mentalité n'est pas bonne, la mentalité ne s'achète pas au supermarché. Et je dis mois d'avril, mais durant toute la saison, il a martelé, il a vraiment appuyé sur le côté mentalité en disant qu'il manquait quelque chose et que les joueurs, selon lui, n'avaient pas la bonne mentalité. Donc, quand Tino, en début d'intervention, il dit que c'est du flanc, bah, il a entièrement raison. Parce que justement, tu as des dirigeants qui t'ont dit que nous, on a tourné notre mercato entièrement sur ça, et c'est Benatia qui l'a dit à l'équipe et même Longoria. Et finalement, tu as un entraîneur qui, au mois d'avril, désavoue en quelque sorte son board parce qu'il dit que la mentalité n'est pas bonne. Et là, c'est confirmé apparemment par les propos de Molina. Donc oui, c'est du flanc. Oui, ils se sont trompés sportivement déjà parce que les joueurs en question, ils sont plus là. Mais ils se sont aussi trompés dans leur diagnostic et dans l'évaluation de ces joueurs-là. Donc moi, j'acquiesce totalement. C'est du flanc. Ils se sont encore trompés. Et ça m'étonne parce qu'en plus, là, on parle quand même de joueurs. On parle d'Eli Wahi, de Koné, de Brassier, même s'il n'est pas cité, mais enfin bref, c'est pas grave. On parle de joueurs que si on s'intéresse au minimum au football et à leur carrière,
on voit rapidement les limites et les difficultés sur le plan mental. Donc ça me choque encore plus que eux qui sont mieux informés que nous n'aient pas été interloqués par ça. Très bien dit, effectivement, ça pose question. Il y a d'autres choses aussi, c'est Greenwood, voilà, c'est un coup à faire, mais pareil, c'est un transfert qui pose question aussi par rapport à la mentalité du garçon. Apparemment, c'est pas le plus gros bosseur, Oui, quoi. mais qui pose question maintenant, parce que là où Samy, au final, je peux peut-être le rejoindre, c'est que actuellement, c'est peut-être du flanc. Mais cet été, quand on attire De Zerbi, on attire Greenwood, Højbjerg, Rabiot, cet hiver Bennacer, et puis en plus de cela, Greenwood justement, ou Guiri plutôt, on est tous d'accord pour se dire que c'est un très très bon recrutement et que là on va peut-être enfin passer un cap. Le souci c'est que là, moi ce que je retiens de la vidéo de Romain Molina, c'est l'aspect économique. Je pense que McCourt donc, a sorti le chéquier cet été et cet hiver, et comment arriver devant lui et lui dire que Roberto De Zerbi n'a pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions avec un tel effectif. Moi, c'est ça dont je parle. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube de voir peut-être le projet totalement s'effondrer en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que cette saison sera absolument déterminante et cruciale pour la suite du club et de la survie ou non du projet. Mais Moi, c'est ça que je retiens. Après, il faut quand même relativiser cette info de Molina. Moi, je trouve que c'est un peu du sensationnalisme parce que il dit que la qualification de Ligue des Champions elle est capitale cette saison, mais elle a toujours été capitale structurellement pour l'OM depuis 5 ans, Voilà. voire plus maintenant. Donc, D'accord. franchement, je vois pas la Mais là, ça valeur. fait 3 ans sans Ligue des Champions quand même, hein. De quoi? Là, ça Justement, ferait mais 3 de- ans sans Ligue des Champions quand même. Ou 2 ans. C'est deux plus ans. Oui, mais je t'assure que si tu ne vas pas en Ligue des Champions cette année, c'est aussi dramatique que ça l'était quand tu n'es pas allé et que tu as été éliminé par le Pana. C'est aussi dramatique que lorsque tu as fini 8 ou 9e lors de la saison 2018-2019. Enfin bref, plein de saisons où tu n'as pas fini en Ligue des Champions, c'était dramatique, ça l'est autant que cette année. Cette année, ça ne le sera pas beaucoup plus que les années précédentes, c'est ça que je dis. C'est que je trouve que on n'apprend rien en fait finalement, on le savait ça. Et Ah, si tu n'es pas en mesure de conserver les joueurs parce que tu ne vas oui, pas en voilà. Ligue des Champions, Même De Zerbi, venez hein. pour les joueurs. Oui, mais non, mais t'inquiète pas qu'ils sauront partir, hein. Rabiot, Bennacer, Tu ne vas pas je- essayer de les conserver si tu ne vas pas en Ligue des Champions parce que c'est des joueurs à qui tu avais promis. Et c'est pour ça qu'en ce moment au club il y a un stress et il y a une électricité et même qui a guidé toute la saison, cette électricité qu'on sent dans le trio de Zerbi, Benatia, Longoria. C'est parce que je pense, et moi j'en suis persuadé, que cet été quand tu as fait ton mercato, tu as promis, et d'ailleurs ils s'en cachent même pas, tu as promis à certains joueurs, tu t'es engagé fermement sur une qualification de Ligue des Champions immédiate. Et je pense même qu'à l'heure actuelle, on est sur la période mars, avril, mai, tu es en train de promettre à des joueurs qui vont venir à l'OM ça. l'été prochain, que le club va finir sur le podium. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de secret là-dessus. Et Il y a- le pire, c'est que le promettre, on aurait tous signé pour. C'est-à-dire qu'il y a rien de déconnant avec une masse salariale pareille, avec des joueurs pareils, de se dire que tu finis sur le podium en fin de saison. Tu voles rien, tu te mouilles pas quand tu dis ça. C'est là en fait que c'est encore plus terrifiant. De se dire que c'est discutable. Si ça se trouve, on finit top 5. C'est plus qu'une éventualité. Mais bien sûr, mais là où par contre, justement, ce serait une catastrophe et cataclysmique, peut-être pas sur l'aspect financier, parce que peut-être que tu retrouveras de l'argent, McCourt va remettre la main à la poche, va ressortir le chéquier, mais quand même, on était là à se dire, je sais que c'est l'Olympique de Marseille, je sais qu'on parle souvent de titres, etc., mais il y a beaucoup de personnes qui se disaient qu'avec un Roberto De Zerbi en tant qu'entraîneur, et puis le recrutement XXL qui a été fait, que l'OM était tout à fait capable de concurrencer au minimum le PSG. Ce qui n'a pas été le cas. Là, on parle quand même potentiellement de finir 6 ou 7e, hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Ce serait une catastrophe. Ce serait absolument catastrophique pour l'OM et pour la suite, hein. Avec un tel recrutement et quand tu donnes quand même 550 000 euros à ton entraîneur qui est vraiment l'élément clé de ton projet, t'as pas pris Roberto De Zerbi pour terminer 7e, quoi.
Bah, après, les gens qui croyaient à un titre ou un trophée, ils peuvent aussi s'en vouloir qu'à eux-mêmes, parce que depuis tout à l'heure, on tape sur le club et les dirigeants, mais c'est pas les dirigeants qui ont promis à ces gens-là que l'OM allait gagner un titre, parce que justement, il y a De Zerbi. De Zerbi, quand on regarde son palmarès, il est aussi vide que celui de Dimitri Payet, donc on n'est pas sur un entraîneur qui a l'habitude de gagner des titres. Alors pourquoi, quand il viendrait à l'OM, club qui n'a pas gagné de titre depuis la nuit des temps, magiquement, il se mettrait à gagner des titres? Donc ces gens-là, ils ont cru à des choses, mais c'est plus la responsabilité de leur propre hallucination que celle du club. Le club ne leur a rien promis à eux, en tout cas. Le club leur a rien promis, certes, mais le truc, c'est que de se dire, l'OM était, je sais pas ce que vous en pensez, j'étais pas là en début de saison, mais tout le monde était d'accord pour se dire que c'était au minimum, au pire des cas, 2 ou 3e Ouais, cette saison. Oui, ouais. oui, Personne n'imaginait. là-dessus, on est... Voilà, moi, c'est ça que je veux te dire, c'est que au pire des cas, on était 2 ou 3e. La qualification en Ligue des Champions était totalement assurée, hein, avant le début de la saison, hein. De par le recrutement, de par le fait que tu Ah, prennes De Zerbi. Après, certes, il a jamais rien gagné. Bon, Bielsa n'a pas de trophée, mis à part les Jeux Olympiques, est un excellent entraîneur. Voilà. Ça veut peut-être rien dire, mais je parle pas notamment en termes de trophée. Moi, je parle en Samy, termes même de Samy, tu sais concurrence ce je du dis que... ça, mais PSG. par On exemple... peut pas terminer à 10 points, coach. Non, mais je veux dire que quand tu prends, par exemple, tu prends l'exemple de Bielsa, quand tu prends Bielsa, la première chose à laquelle tu penses, c'est pas je vais gagner des titres, c'est je vais me faire plaisir sur le plan du jeu et je vais faire progresser des jeunes. C'est pour ça que j'avais fait j'avais parlé de ça. Et donc quand tu prends De Zerbi, bah la première chose que tu dois te dire, c'est pas je vais gagner des titres parce qu'il en a jamais gagné. Tu dois te dire autre chose. Alors peut-être pas prendre du plaisir et faire Toujours. progresser les jeunes comme Bielsa, mais je sais pas, tu dois te dire autre chose et c'est pas à moi de le dire, mais voilà. Par rapport au changement, on sait tous que Balerdi, malheureusement, ça va être out jusqu'à la fin de saison. Tu es en pénurie de défenseurs. Déjà que tu as aligné dimanche, samedi soir, Lirola en défense centrale à 3. Tu n'as plus Murillo, tu n'as plus Luis Felipe, tu n'as plus Balerdi. Donc tu es obligé de faire redescendre des joueurs du milieu de terrain. Donc Kondogbia, Rongier, qui sont des joueurs à la pointe de vitesse absolument pas calamiteuse, mais complètement différente de celle de Balerdi, voilà, mais c'est presque abyssal comparé à lui. Donc voilà, on peut dire qu'ils sont lents pour ce poste-là. Enzo, en défense, qu'est-ce que tu fais? Tu repasserais à 4 parce que finalement, lui, De Zerbi, a fait fuiter le fait que il n'exclurait pas le fait de passer à 4 justement en défense. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire là dès le prochain match face à Toulouse? Oui, on peut essayer, mais de toute manière, on peut très bien essayer de changer de système, donc passer à 4, en 4-3-3, 4-2-3-1 hybride qui se permute en plein match. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais de toute manière, on est obligé de s'adapter à la blessure de Balerdi, qui est un véritable coup dur, et pour moi, peut-être même le gros coup dur de la saison, qui plus est nos lacunes défensives quand on les regarde. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment la manière d'approcher les matchs qui a changé. Après, moi, là où tu parles de Toulouse, justement, où je suis peut-être pas forcément inquiet, c'est qu'on a du mal contre les blocs bas. Peut-être que je me trompe, mais Toulouse, globalement, en Ligue 1, c'est peut-être pas forcément l'équipe qui joue la plus basse sur le terrain. Et elle va essayer peut-être de venir chercher, comme Saint-Etienne avait essayé de le faire au Vélodrome, et donc on peut peut-être les aspirer. Bah, la défense, de toute manière, tu vas pas avoir 40 000 possibilités, hein. Mm. Dans l'axe, tu vas aligner qui? De toute manière, je pense que... Oui, voilà, tu vas aligner Cornelius, et qui d'autre? Ah, Geoffrey, Kondogbia. Ouais, Geoffrey Kondogbia, voilà. Donc de toute manière, tu vas être obligé de faire cela. Tu vas jouer avec Cornelius et Geoffrey Kondogbia. Je vois pas qui d'autre, parce que j'entends souvent Rongier qui repasse en défense centrale. Donc certes, il l'a fait sous Tudor contre le PSG, mais de base, c'est pas son poste de prédilection. Comme tu l'as souligné, il a quand même une pointe de vitesse qui est abyssale, pour reprendre ton expression, par rapport à Balerdi. Mais de toute manière, oui, tu vas jouer avec, je pense, Kondogbia et puis Cornelius, si tu changes de système, à 4 derrière, qui seront pardon, tes deux centraux. Et Merlin à gauche et au niveau des latéraux, est-ce qu'on est paré pour un changement de système à 4, Ilian, Samy? Ben, après, oui, 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 on peut jouer à 4, on pourrait même rejouer à 3 parce que regarde, on a été capable de mettre Dedic et soi-disant un piston qui adore se projeter en défenseur central droit, donc j'ai envie de te dire, on est capable de tout faire. Mais même si notre défense est malade, même si elle est faible, même si Rouli ne nous sort pas des parades aussi exceptionnelles qu'en première partie de saison, pour moi, le problème n'est pas tant là, c'est que tu peux aligner la défense que tu veux. Si tu n'emballes pas ton match devant, si tu ne marques pas, je vois même pas comment tu prends 3 points en fait. Là, c'était encore le cas samedi, pardon, j'allais dire dimanche. Samedi, tu as cette action individuelle de Valentin Rongier qui
est loin de ce que fait d'ailleurs d'habitude Valentin Rongier, hein. Il est complètement sorti de ses standards pour le coup, mais c'est ton seul moyen de marquer. Et tu n'en as pas d'autre. Et je vois pas sur quelle autre occasion. Si tu as celle de Greenwood peut-être en première mi-temps, mais c'est pas des occasions évidentes. À aucun moment tu t'es procuré de quoi faire la différence et marquer face à ton adversaire, alors que tu étais face à Reims, 15e de Ligue 1, et aussi bloc bas qu'on veuille, aussi bas soit le bloc, pardon, t'as Greenwood, t'as Rabiot, t'as Guiri, enfin t'as des joueurs de qualité. Donc oui, la défense, ok, elle sera amenée à se manger des contres, on n'aura pas cette pointe de vitesse. Mais d'accord, mais enfin, le but de toute façon dans le foot, c'est de marquer que défense à 3 ou défense à 4, aujourd'hui, je ne vois même pas comment on peut marquer. Samy, donc on va passer sur une défense à 4. L'équipe le disait, ça va être sûrement testé cette semaine. Est-ce que pour toi, aussi, la blessure de Balerdi, c'est le tournant de la saison et ça t'inquiète? Oui, puisque j'avais dit dans notre précédente vidéo que quand habituellement je disais que sauf catastrophe, on allait finir sur le podium. Quand je disais sauf catastrophe, c'est à ce genre d'événement auquel je pensais. Donc la blessure de Balerdi est une catastrophe ou une mini-catastrophe. Donc oui, elle change tout et elle change même tout dans le résultat final de la saison de l'OM. Ça veut dire que pour moi, si on finit quatrième ou cinquième, ça sera directement lié. C'est un tournant majeur de la saison. À cette match de la fin, ça ne peut pas être autrement. Maintenant, pour les prochains matchs, je pense que euh, je trouve que là aussi, c'est encore un peu un raccourci de dire que bah, du coup, il n'y a plus Balerdi, il faut absolument repasser à 4. Ça peut être une solution et peut-être que ça sera la bonne solution, mais je pense que tu peux rester à 3 parce que, en l'occurrence, tu retrouves Murillo et on sait à quel point on a souffert de son absence. Donc tu peux totalement aligner une défense Cornelius à gauche, Kondogbia dans l'axe et Murillo à droite. Ça te fait une défense à 3 quand même assez potable. Mais effectivement, tu peux repasser à 2. Mais pour moi, l'avantage de repasser à 2, ça, c'est pas tant au niveau de la défense, mais c'est plus dans comment tu vas déployer ton animation et notamment devant. Je sais que c'est le prochain sujet, donc je vais pas empiéter dessus. Mais pour moi, le vrai avantage de la défense à 4, c'est ça. C'est pas, pour moi, c'est pas parce que tu vas repasser à 4 que tu vas mieux défendre. Pour moi, si tu repasses à 4, tu vas peut-être mieux attaquer. Donc si on trouve un avantage là-dedans, allons-y. Mais voilà. Donc voilà. Non, mais tu peux y aller, Samy, vas-y. Sur le prochain En sujet, fait, je pense qu'on va poser. pour moi, l'avantage de repasser à 4 en fait, il se situe devant dans le sens où euh, on s- cette équipe, elle prend beaucoup de buts et elle concède beaucoup d'occasions, certes, mais ce qu'elle ne sait surtout pas faire, c'est attaquer. Et je pense que si tu veux, tu as un déficit au niveau de tes latéraux ou de tes pistons, dans le sens où on leur reproche, que ça soit à Merlin de ne pas prendre assez d'initiative ou à Dedic d'être un peu trop brouillon. Et donc, si tu as des latéraux défaillants, pour moi, il faut peut-être donner plus de responsabilité bah, justement à ceux qui sont censés attaquer sur les côtés, à savoir les ailiers. Et donc, si tu repasses à 4, genre dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, bah là, tu as des vrais ailiers, tu n'as plus des pistons. Là, tu as un Greenwood. Alors, c'est pas pour le défendre, mais il n'est plus axial. Il retrouve son poste de Ouais, prédilection qui est exactement. le côté droit. De l'autre côté, si tu veux bien te détacher de ton côté entraîneur défensif, tu mets un ailier gauche et pas Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, tu le positionnes dans le milieu à 3 vu que tu joueras en 4-3-3. Donc, ça fera que tu te retrouveras avec deux vrais ailiers de métier. Là, oui, pour moi, ça serait pertinent de repartir sur une défense à 4 parce que ça te permettrait justement de retrouver tes ailiers et rendre ces lettres de noblesse à ce poste-là et arrêter de faire jouer Rabiot à gauche. Donc moi, si c'est une défense à 4 avec Greenwood à droite et un ailier gauche à gauche, je dis pas le nom, mais tant que c'est un attaquant, ça me va. Pour moi, c'est une vraie bonne solution. Par contre, si on repasse sur un schéma à 4 derrière et que mon ailier gauche s'appelle Adrien Rabiot, pour moi, ça n'aura toujours aucun sens. Je vais juste rappeler 80% de possession. L'OM est l'équipe qui a perdu le match contre Reims, donc c'est l'équipe qui a perdu avec le plus de possession, donc 80%, et la deuxième équipe, tenez-vous bien, 79,2%, c'est l'Olympique de Marseille face à Auxerre. T'allais justement y venir par rapport à ça, changer l'animation offensive pour se frotter au bloc bas, comment rendre cette possession finalement fertile au lieu de stérile. Bien évidemment, mais cette statistique que tu viens de souligner reflète parfaitement l'ennui que l'on ressent en regardant les matchs de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que on est l'équipe
tenez-vous bien qu'il y a 80-79 possessions dans un match et on n'arrive pas à marquer, on ne se crée pas d'occasion, il se passe absolument rien offensivement. Il est là le véritable problème. Là où je suis d'accord avec Samy, c'est que le fait de repasser à 4, en fait, c'est pas tant sur le plan défensif. Mais offensivement, ça permettrait de justement mettre tes joueurs dans de meilleures conditions à avoir plus d'occasions par match, à retrouver des circuits de passe qui peuvent être intéressants et justement te permettre de te créer enfin de véritables occasions dans un match de football. Et moi, c'est ça que j'attends dans ce sprint final. Parce que de toute manière, si on continue ainsi de la sorte à multiplier les passes latérales et à ne rien produire offensivement, la Ligue des Champions, on peut faire une croix dessus. On l'aura pas. Parce que les résultats passeront par le jeu. C'est pour ça qu'il faut justement retrouver du football à l'OM. Donc comment le faire? Bah, peut-être aussi en étant plus offensif, Mm. en arrêtant en permanence, parce que Roberto De Zerbi, je le vois des fois sur son banc, lorsqu'un joueur des zones ou autre sur le terrain, c'est le premier à le replacer, à lui dire non, n'y va pas. Mais ça, moi, c'est là où je lui en veux finalement, parce que je m'attendais pas à ça. Moi, on m'a vendu Roberto De Zerbi, et à juste titre, parce qu'il avait fait par le passé comme un coach offensif avec un football total et chatoyant, c'est ce que je m'attendais. Mais ça, je ne le vois pas. Et donc, on me dit tout le temps de laisser du temps, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, je ne vois pas comment il peut avoir de l'amélioration dans le jeu. Mm. Parce que, certes, en changeant de système, peut-être. Mais là, le souci, c'est qu'en fait, on voit où il veut aller, mais il y va pas, quoi. Et c'est ce qui. Enfin, c'est pour ça que moi, je m'attendrais pas à grand-chose, que ce soit contre Toulouse ou même sur les matchs à venir. C'est que, au-delà de ton schéma tactique, des joueurs, comment tu les positionnes, moi, je crains que tu aies aussi épuisé ton effectif, mais pas épuisé dans le sens physiquement, hein. Ils ont fait à peine 30 matchs cette saison, faut pas croire. Mais dans le sens où tu as épuisé tes possibilités et où aujourd'hui, là où il y a encore 4-5 mois contre Nantes, tu pouvais aligner Jonathan Rowe en tant que titulaire et mettre Luis Enrique sur le banc pour lui faire comprendre que son intensité ne suffisait pas dans ses courses. Aujourd'hui, il y a plus d'alternative. Le problème, c'est que tu es passé d'un effectif soi-disant construit à 18-19 joueurs. Alors oui, il y a les blessures, hein, c'est une saison, c'est normal, ça arrive à tous les clubs. Mais là, on est peut-être à un effectif de 13 joueurs, grand max, pas plus, hein, sur lesquels tu peux vraiment compter et que tu peux faire rentrer. Et encore, je pense que vraiment, on est à 12 en comptant Dedic sur le banc. Franchement, c'est tout. Parce que tous les joueurs qui rentrent, il n'y en a aucun qui vient chambouler ton effectif, le jeu sur le terrain, faire bouger les individualités. Et là, le problème, c'est que tu vas partir avec un 4-3-3, d'accord, mais voir le Greenwood que j'ai vu ces dernières semaines et voir le Luis Enrique que j'ai vu ces dernières semaines sur le côté, je ne m'attends à rien d'eux. Je ne m'attends à rien. Et je m'attends encore moins à quelque chose quand lorsque Jonathan Rowe va rentrer à la place de Luis Enrique, parce il n'a plus cette percussion, il n'a plus cela. Et c'est en cela que Roberto De Zerbi a tué son effectif. C'est que là où les temps forts de rotation, là où on l'attendait, là où il fallait récompenser, bah, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un effectif qui est très limité et où bah, les postes clés, c'est-à-dire Bjerg, Balerdi, sont manquants et tu ne peux pas combler. Tu ne peux pas combler et tu le subis. Donc, dans tous les cas, je vois pas comment on prendrait du plaisir, même contre Toulouse. En fait, c'est comme pour la défense, hein. Dans l'immédiat, la priorité, c'est pas d'aligner une bonne défense, la priorité, c'est d'aligner une défense, tout court. Parce que tu n'as pas, numériquement, tu es en souffrance. Donc, pour moi, déjà, juste aligner 4 défenseurs dimanche, ça sera déjà une mini-victoire. Et donc, pareil pour le jeu, pour moi, la priorité n'est plus de produire du beau jeu ou encore même de prendre du plaisir. Si ça viendra, tant mieux, mais en tout cas, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de réaligner une animation qui te permette de prendre 3 points contre une équipe qui est dans le ventre mou, à savoir Toulouse. Complètement, Euh, complètement. donc moi, les prochains matchs, je ne jugerai pas la qualité de jeu. Je pense que quand tu as perdu 4 matchs en 5 ouais, 4 matchs en 5 matchs, la priorité c'est de réapprendre à gagner. Donc moi, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, revenir aux fondamentaux en fait, c'est ce qui se fait souvent en temps de crise dans le football. Il faut que De Zerbi aussi apprenne à arrêter de vouloir réinventer tout et le football. Revenir aux fondamentaux, 4 défenseurs, 2 ailiers, 3 milieux de terrain et voilà. Mais justement, les gars, Oui, on en parlait, Enzo, justement, je vais te relancer là-dessus. Au début de l'année, on parlait donc de la possession stérile aussi de l'OM, en fait, même quand on était à 4.
On se souvient, on Oui, surperformait de fou. Contre Nice, t'as 0,67 d'expected goals, bah tu en marques 2. Contre Lyon, pareil, t'en as 0,79, t'en marques 3. Contre Toulouse, bah c'est encore pire, enfin c'est pareil, 0,84, t'en marques 3. Au début, on était tous unanimes pour dire, bah en fait, est-ce que Roberto De Zerbi a déjà réussi à mettre en place une équipe qui se procure vraiment beaucoup d'occasions, si ce n'est que épisodiquement, quoi. Au final, est-ce que on est, non, c'est non, mais tu Oui, avais la mais maîtrise. qu'est-ce que cela veut dire finalement, la maîtrise? Avoir 70% de possession dans un match, quelques occasions, ok. Mais moi, je l'ai vu uniquement cela par séquence. C'est-à-dire que l'OM a déjà produit par séquence du football. Je pense à la triple confrontation contre Saint-Etienne, c'est-à-dire les deux plus en Coupe de France. Même contre Lyon, la deuxième période. Ou encore Toulouse, Montpellier. Mais c'était parce que, encore une fois, tu avais des individualités qui surperformaient. Donc tu avais un Greenwood en début de saison qui marchait sur l'eau, et tu avais un Guiri, et tu as toujours d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, qui porte à bout de bras l'attaque de l'OM. Mais là où de base, j'étais pas forcément d'accord avec Samy, mais finalement peut-être que c'est lui qui a raison, c'est que moi je pense qu'on ne pourra pas avoir de résultats en continuant de la sorte. C'est-à-dire qu'on ne recherche plus, et moi le premier, je sais pertinemment qu'on va pas revoir du football comme ça en un claquement de doigts en 8 matchs, mais pour moi cela passera par là justement, si on veut se qualifier en Ligue des Champions. Après, là où je vais être cohérent avec mon argumentaire, c'est-à-dire que finalement tu peux t'ennuyer encore devant les matchs et avoir des coups d'éclat offensifs et individuels, et au final gagner comme cela. Bah oui, parce qu'on Peut-être on sur s'emmerdait des... déjà dans la défense à 4. On s'embêtait déjà. Oui, bien Et sûr. tu vois, Samy, là où je suis On- pas on- d'accord, le retour aux fondamentaux, c'est peut-être le changement qui va surprendre les autres équipes. Mais pour moi, défense à 4 ou défense à 5, même combat en fait. Dans un système à 5, prioritairement, ce que tu vas enfin, les joueurs auxquels tu vas demander d'apporter le danger, et surtout sous deux herbiers avec des blocs bas, c'est principalement tes pistons. Parce que les blocs bas, un bloc bas, ça se matérialise comment? En fait, c'est une équipe qui met énormément, en tout cas contre deux herbiers, c'est une équipe adverse qui va te mettre énormément de densité dans l'axe. Donc, il y aura 8 Marseillais dans l'axe et 8 joueurs de l'équipe adverse dans l'axe. Donc forcément, tu vas demander à tes pistons de créer le danger. C'est à tes pistons en fait que revient la charge de la production offensive normalement. Là, tu as des pistons qui sont défaillants. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est mieux de repasser à 4 parce que en repassant à 4, la responsabilité offensive, elle ne sera plus sur les pistons ou les latéraux, on appelle ça comme on veut, elle sera sur les deux ailiers. Et donc ça ne peut marcher que si tes deux ailiers, c'est des deux ailiers de métier. Ouais. C'est-à-dire un ailier gauche de métier et un ailier droit, en l'occurrence Greenwood, de métier. Par contre, si tu repasses à 4 et que ton ailier droit c'est Greenwood, mais que de l'autre côté, ton ailier gauche c'est Rabiot, bah en fait, ça ne sert à rien de repasser à 4. C'est là que, à la limite, en fait, quand tu disais Tino, 5 ou 4 c'est la même chose. Effectivement, selon le choix de tes joueurs, 5 ou 4 c'est la même chose. Mais pour moi, si tu repasses à 4 avec deux ailiers, tu régleras le problème de Merlin, il n'est pas assez offensif, Dédit, il est trop brouillon. Tu régleras ce problème-là. Tu auras deux ailiers qui feront leur métier. Alors peut-être qu'ils le feront mal, mais en tout cas, ils feront leur métier. Là, Merlin, on lui demande de faire quelque chose que visiblement, il ne sait pas faire. Ce n'est pas son métier. Donc toi, tu voudrais voir par exemple au milieu, ce serait idéalement Højbjerg, Rabiot, Bennacer, et donc en attaque, Luis Enrique, Gouiri, Greenwood. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui se tient, ouais, effectivement. Ou, je ne sais pas, Gouiri sur le côté gauche, Mopé dans l'axe ou Mumbagna. Par exemple, profiter du retour de Mumbagna, on en parlait il y a quelques temps, et Greenwood à droite. Mais rien que sur le papier, là, je te cite trois attaquants, donc ça te donne plus de clarté. Tout à l'heure, Ilian, il disait les remplaçants n'apportent rien dans cette équipe et on ne peut que acquiescer. Mais à un moment donné, moi, je me dis aussi que peut-être que les remplaçants, quand ils rentrent en jeu, il n'y a pas de clarté en fait dans cette équipe, ils connaissent pas vraiment leur rôle. Alors que si tu repasses à 4 avec trois attaquants, trois milieux, et ben je sais pas moi, le Jonathan Rowe qui rentre dans cette équipe, bah il a trois attaquants, il sait que c'est un 4-3-3, donc il sait qu'il va jouer en position de d'ailier gauche. Exactement. Aujourd'hui, Jonathan Rowe, Ça, quand il rentre en jeu et qu'il regarde le système marseillais, il se dit mais moi je dois jouer où? Je comprends pas. Il y a trois mecs derrière, il y en a cinq au milieu. Enfin, tu vois, c'est un peu brouillon. 4-3-3, ça donne de la clarté à tout le monde sait ce qu'il doit faire et ça redonne ses lettres de noblesse à tous les postes, les postes chauds d'un système. Le bon vieux 4-3-3 des familles. Ilian, est-ce que tu veux rebondir? Ouais, non, non, mais je suis assez d'accord. Maintenant, ça dépendra parce qu'on a vu les limites de ce 4-3-3, ou enfin de ce 4-2-3-1 en début de saison. C'est-à-dire que ça dépend de la percussion et du bon vouloir de tes ailiers, à droite et à gauche. Greenwood,
Et je suis complètement d'accord avec ceux qui disent que dans l'axe, ce n'est pas son poste et que il devrait jouer plus excentré, mais ne vous attendez pas à des miracles et à retrouver le Greenwood du début de saison, parce que lui, c'est dans la tête et physiquement que ça se joue. Et de l'autre côté, sur Luis Enrique, vous savez très bien que j'ai tout un agenda contre lui et que je ne le vois pas faire les différences qu'on pense qu'il peut faire. Donc pour moi, ça viendra des percussions et des décalages qui naîtront bah, soit des dédoublements des latéraux, parce qu'on avait vu Quentin Merlin assez à l'aise dans ce rôle-là, pardon, en début de saison. Et puis on a Dedic qui a du feu dans les jambes. Et peut-être que l'alignement de ce nouveau milieu à 3 avec un Rabiot un petit peu plus bas et cette triplette avec Benacer et Bierk, ça donne quand même de la gueule à ce milieu de terrain. Donc on, on risque de voir de belles choses, mais moi je n'attends pas grand-chose de nos offensifs à part Guiri. Les gars, Ouais, merci. C'était le neuvième épisode de Dans la zone, voilà, qui se finit un peu tardivement, mais en tout cas, voilà, c'était très intéressant. On a pu aborder pas mal de choses. Les dernières émissions sont un peu placées sous le signe du pessimisme, mais c'est le contexte qui veut ça, donc voilà, on en parle effectivement. Peut-être qu'on est un peu pessimiste, peut-être que l'avenir sera tout autre, en tout cas on l'espère. Mais voilà, c'était le neuvième épisode et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et like cette vidéo pour nous mettre l'algorithme dans la poche. Et évidemment, je t'invite à t'abonner aussi à Twitter, Instagram et TikTok. Les gars, merci beaucoup pour ce neuvième épisode. C'était encore très agréable de vous entendre sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour le match contre Toulouse, évidemment. Et allez l'OM. Ça gagne en plus, hein. De quoi? Non, pour moi, dimanche, ça gagne. Ça gagne. Victoire obligatoire. Ciao les mecs.